Et finalement, alors qu'il était parti pour être probablement le créateur d'une psychologie française, c'est Ribot qui est crédité comme étant le vrai maître dans ce domaine. Alors Ribot, c'est quelqu'un de formation assez classique, philosophique, mais qui a aussi assisté à de la médecine. Il connaît ce champ-là, il n'est pas médecin lui-même, et il veut créer une psychologie. Donc c'est ce qu'il va faire, et comme il s'agit de lutter contre la philosophie, il va aller chercher les Anglais. Donc 1870, c'est le premier texte qui va faire connaître Ribot. Il écrit La psychologie anglaise, c'est le titre de l'ouvrage, dans lequel il se revendique d'une part de l'associationnisme en se revendiquant de John Stuart Mill, de l'évolutionnisme en reprenant les théories de Spencer, l'ami de Darwin, et surtout en expliquant que la physiologie, donc la médecine, a une extrême importance. Donc tout ça, c'est d'un côté, je récupère la philosophie anglaise contre la philosophie française, et de l'autre côté, je vais défendre des thèses de type médical. En 1873, il soutient sa thèse de philosophie sur l'hérédité psychologique. Donc c'est là qu'on voit à quel point la physiologie va compter, puisque c'est l'hérédité qui est en jeu. On a déjà fait allusion. Alors chez Zola, c'est plutôt Bénédicte Augustin Morel qui va servir d'inspiration. Chez Ribot, c'est un autre philosophe, psychologue anglais, extrêmement important, qui est Galton, un des grands penseurs de l'eugénisme, mais en même temps quelqu'un de particulièrement intéressant dans sa philosophie, qui va lui servir d'inspiration. Et à l'époque, nous sommes encore dans l'époque où il y avait une thèse mineure en latin. Celle de Ribot, en latin, c'est sur David Hartley, c'est-à-dire un philosophe anglais du XVIIe, qu'il considère comme le père de l'associationnisme. Toujours on continue la machine de guerre, et on va en 1879, Ribot publie La psychologie allemande, où il dit qu'en gros, en Allemagne, la psychologie est une science expérimentale, et il prend comme critère de base la mesure de la sensation à travers les travaux de Helmholtz, celui qui a décomposé le son, et de Fechner, dont on a parlé en première partie. Ce travail nous indique comment s'est constituée en France une psychologie française de façon différentialiste. D'un côté, on va dire que la psychologie anglaise est massivement une psychologie de philosophes sensualistes, héritiers de cette tradition, et que la psychologie allemande est essentiellement une psychologie d'expérimentation, quelque chose que font les biologistes. C'est par exemple le cas des recherches de Wundt sur la mesure des états de conscience. Même si Wundt recourt beaucoup à des expériences sur le langage, on va avoir quelque chose qui est profondément une science expérimentale. En France, ce n'est pas la tendance dominante, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, rapidement, on va regarder ce qu'on trouve en France. En 1889, première création d'un laboratoire universitaire de psychologie qui devait être attaché à la Sorbonne, à l'Université de Paris, qui la refuse. Et donc on rattache, parce que les philosophes tiennent la Sorbonne, donc ils ne veulent pas de ces cochons, et on va donc le rattacher, comme traditionnellement, à l'école pratique des hautes études. Quand on ne savait pas quoi faire des choses, on les mettait là. C'est comme ça qu'on a mis tout ce dont on ne savait pas quoi faire en France. Et ce sera dirigé pendant assez peu de temps par Henri Bonis, qui est un psychologue assez classique de cette époque, il y a peu de choses à en dire, et surtout Alfred Binet, que je pense que tout le monde connaît au moins par une chose, qui est le célèbre test de Binet-Simon, qui a servi à la fabrication du quotient intellectuel en 1905. On reparlera d'Alfred Binet rapidement. Deuxième laboratoire, 1890, ce laboratoire sera fermé en 1910, c'est Charcot. Charcot voit qu'il ne faudrait pas que les choses lui échappent. Charcot, c'est le mandarin dans toute son horreur. Et voyant qu'on crée un laboratoire de psychologie, il faut que la psychologie lui revienne. Donc il crée dans la Salpêtrière, on ne peut rien lui refuser à Charcot, il va créer un laboratoire de psychologie de la clinique, pour dire, voyez, c'est les médecins qui savent ces choses-là, et il le confie à Pierre Janet, le neveu de Paul, donc un des patrons du spiritualisme de la Sorbonne qui tient tout ce courant-là. Son neveu va le trahir en rejoignant les élèves rejoignant Charcot et les cliniciens. 1896, c'est un laboratoire dont je ne connais rien, ça fait 10 ans que je me dis qu'il faut que j'aille voir à Rennes ce que c'est. C'est la création d'un laboratoire de psychologie et linguistique expérimentale par Benjamin Bourdon
et Benjamin Bourdon est, à ma connaissance, le seul élève français de Wundt. C'est très curieux. Et alors c'est quelqu'un, je ne vois jamais rien de lui, mais je me suis toujours dit qu'un jour, il faudrait que je regarde ce qu'il avait pu fabriquer. C'est un laboratoire dont je ne sais même pas quand est-ce qu'il a arrêté de fonctionner, mais il y a un laboratoire de linguistique expérimentale, EFL avait donc été précédé vaillamment. Et puis en 1898, quatrième laboratoire français, celui que crée toujours du côté des médecins Édouard Toulouse, personnalité très, très riche de la psychologie, à Villejuif cette fois. Et ce laboratoire est amené à fusionner avec celui que nous avons vu créé près de l'EPHE. Et à ce moment-là, on en confie la direction à Henri Pierron, c'est-à-dire un biologiste. Donc on liquide la psychologie, disons, paraphilosophique, et les biologistes assurent une espèce de compromis entre les médecins et les philosophes. Ils ne sont pas vraiment médecins. L'ouvrage immortel de Henri Pierron étant La sensation de l'actinie à l'homme, un ouvrage qui avait un gros succès dans les années 1930. Alors sur l'importance de la clinique, puisqu'on l'a compris, c'est comme ça qu'on va contourner, s'opposer à la philosophie qui, je vous le rappelle, dès le programme de Victor Cousin est censé avoir reçu en charge la question de la psychologie. Un nom très important, c'est Jules Baillarger, qui est un médecin tout à fait classique, mais qui ratera un petit peu sa carrière parce qu'il n'est pas mainstream, il n'est pas où il faut, il n'est pas dans le bon hôpital, il n'est pas dans les bons services, il n'a pas les bons appuis. Charcot, c'était le médecin de Napoléon III, ça accélère un peu une carrière. Baillarger, pas du tout, c'est un républicain. Enfin, on pourrait essayer de reconstituer pourquoi il a été un petit peu, et même beaucoup marginalisé. Et Baillarger est en France le représentant du courant dynamique par opposition au courant localisationniste. C'est celui qui pense que pour comprendre les phénomènes psychologiques, il faut les prendre non pas en cherchant dans le cerveau ou dans des images comment ça se passe, mais quel est le processus, le récit, le développement qu'a un phénomène. En France, notamment, pour décrire cela, André Ambredane, qui est un psychologue plus tardif, a proposé la dénomination pour décrire les procédures de compensation dans l'aphasie de syndrome de Baillarger-Jackson, qui permet de comprendre de quelle façon se font les récupérations partielles de l'aphasie. Je vais pas revenir sur Broca, Christian en a parlé, et on va avancer, puis l'histoire de Broca est maintenant très connue, il y a une très riche bibliographie, qui, vous le savez, amène donc aux théories localisationnistes, avec notamment le travail de Wernicke, ensuite en Allemagne, sur la localisation de la zone de Wernicke, sur l'audition. Ce qui est intéressant, pour faire un très rapide parallèle, c'est que, qui est toujours demandé ce qu'avait fait Wernicke après avoir trouvé la zone de l'audition. Il est tout jeune, je crois qu'il a 27 ou 28 ans quand il met en évidence la zone de l'audition. En plus, il a raison, c'est à cet endroit-là que ça se passe. Et après, on ne trouve plus tellement de textes de lui, en cherchant un petit peu. Et en réalité, Wernicke, après avoir trouvé ça, avait décrété qu'il allait faire le grand traité mondial de psychologie. Et il n'a jamais réussi à le finir. Enfin, il a fait quelque chose, mais enfin, c'est quand même pas le grand traité mondial de psychologie. Donc c'est pour dire que cette idée d'être le psychologue, c'est une idée qui hante pas mal de monde, pas seulement Sigmund Freud, comme on pourrait le croire. Alors sur toujours l'importance de la clinique, Charcot, il faut le savoir, a été très tôt impliqué dans les histoires de l'aphasie, puisque lorsque Broca fait sa première démonstration, qui est en fait sur un cas au départ, puis deux rajoutés très peu après, puis quelques autres après, 1861 pour commencer, dès 1863, Charcot trouve un contre-exemple. C'est-à-dire que la localisation à gauche, Charcot amène quelqu'un qui a la localisation à droite. Alors on sait aujourd'hui qu'il y a des gauchers du cerveau, comme il y a des gauchers de la main, et que oui, effectivement, ça ne contrevient pas à la théorie en soi de Broca, simplement il faut savoir que ça peut exister, même si majoritairement c'est à gauche. Et c'est Charcot qui a été le premier à mettre en évidence ce fait. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans ce mouvement autour de la physiologie. Et en 1881, donc il a ses travaux sur l'aphasie, il laisse un peu ça de côté parce que l'hystérie, ça attire beaucoup plus de monde des salons, et ça a beaucoup plus de succès, surtout que ce sont généralement des jeunes femmes un peu dénudées qu'on expose. L'aphasie, non, c'est les cerveaux et c'est beaucoup moins de l'amour. Donc Charcot avait laissé ça un peu de côté, et en 1881, lorsque Victor Heger publie La parole intérieure,
Charcot voit ce qu'on pourrait en refaire et va travailler sur le texte. Donc à la bibliothèque Charcot, à la Salpêtrière, il y a l'exemplaire de Charcot de Heger, de sa parole intérieure, mais Charcot fait partie de ces gens propres qui ne prennent pas de notes sur leurs livres, donc il y a juste quelques petits passages avec du crayon à gauche, mais il n'y a pas d'informations particulières en sortie. Une chose est sûre, il l'a lu. Une chose est sûre, c'est à partir de ça qu'il va composer ces deux ouvrages sur l'aphasie, dans lesquels il y a ce fameux schéma de la cloche, dont nous ne disposons pas, les manuscrits n'existent pas, enfin, en tout cas on ne les a pas retrouvés encore, les manuscrits des courses, ils existent, donc nous n'en avons que les versions en italien, donc c'est à partir des versions italiennes que nous lisons Charcot, et une version allemande qui a été traduite par un médecin viennois qui s'appelle Sigmund Freud, pour une partie de ce texte. C'est un texte qui, à l'époque, a un retentissement évidemment considérable, mais de manière significative, Charcot s'opposera toujours à ce qu'il soit publié en français. Enfin, il s'opposera, il s'arrangera pour qu'il ne soit pas publié. J'avais eu l'espérance de le trouver dans les énormes volumes de son... Parce que ses cours étaient publiés dans sa, qu'on s'appelle la semaine médicale, et donc j'ai pu aller regarder dans la semaine médicale, et au moment où commencent les cours sur l'aphasie, il y a marqué le professeur Charcot a souhaité revenir là-dessus et le publiera plus tard, etc. Donc le blackout en français, ce qui fait qu'on le lit en italien et en allemand, mais en même temps on voit bien qu'il y a ici quelque chose qui pose un problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la parole intérieure, sachant que la parole intérieure de Victor Heger, si on a suivi ce que j'ai dit avant, c'est la réponse des spiritualistes universitaires aux pseudo-matérialistes qu'est Charcot. Parce que paradoxalement, quand on regarde d'un côté Heger et quand on regarde de l'autre côté Charcot, Charcot c'est matérialiste, il y a du cerveau, ça s'abîme, etc. Mais en réalité c'est Charcot qui est un idéaliste, parce qu'il y a un centre de l'idéation au plein milieu de son système de la cloche, alors que Heger, je ne dirais pas que c'est un matérialiste, mais au moins il a perçu qu'il y avait un élément de langage qui, comme l'a souligné Christian, est d'abord une donnée sonore, donc avec une donnée effectivement matérielle, avec quelque chose de présent. Alors il y aura toute une histoire de ce travail que fait Charcot. Charcot envoie ses élèves contre Heger, ses élèves ou ses disciples, comme Georges Saint-Paul, comme Désiré Bernard, comme Gilbert Ballet. Il y a toute une littérature post-charcotiste sur la parole intérieure, extrêmement peu intéressante, et qui à chaque fois se fie sur les exemples d'aphasie. Or, certes, l'aphasie est un phénomène passionnant, mais ce n'est pas une preuve, en l'occurrence, de ce qui peut se passer à cet endroit. Ribot va aller assister au cours de Charcot. Je vous ai dit, il a besoin, contre l'université, de passer par les médecins. Peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent ce tableau qu'on a vu 1000 fois dès qu'on parle de Charcot. C'est Blanche Wittmann qui est à moitié effondrée dans les bras de Babinski en crise d'hystérie. Et Charcot est en train de faire sa démonstration. Et il y a une trentaine de personnes qui est là. Théodule Ribot est à droite, à côté de la fenêtre. Donc il assiste à ces cours. On sait qu'il est là présent. Il va rentrer dans cette logique de soutenir la thèse physiologique, de soutenir la thèse de la médecine, et s'inspirant des travaux du début du 19e, de Broussais, puis ensuite des leçons de Claude Bernard, mais aussi de Jackson, il va composer donc un certain nombre d'ouvrages qui correspondent, vous le voyez si vous connaissez un peu la philosophie académique du 19e, à ce qu'on appelait la philosophie des facultés, la mémoire, la volonté, la personnalité. Donc il reprend les catégories de la philosophie académique, certaines catégories, et il va, en une série d'ouvrages, 81, 83, 85, ça se suit, récupérer ça d'un point de vue qu'il dit clinique, qu'il dit pathologique. Il en profitera pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de Ribot, ce que les informaticiens appellent en anglais l'IFO, last in first out, le dernier élément qui rentre, le premier qui sort, et que Jacobson, si on le laissait faire, appellerait la loi de Jacobson, lorsqu'il explique dans Langage enfantin et aphasie que les premiers éléments perdus sont les derniers éléments acquis. Ça, pour n'importe quel psychologue en France, ça s'appelle la loi de Ribot. Peut-être qu'en Allemagne, ça s'appelle la loi de je ne sais qui, et en Angleterre autrement, mais pour les francophones, c'est Ribot qui a mis en évidence cette propriété. Pendant ce temps-là, Charcot, lui, va continuer, vous savez, avec l'hystérie, c'est-à-dire une pratique clinique, psychologique, psychique, si on veut, dans laquelle il n'y a justement pas de langage.
C'est ça l'avantage de l'hystérie, c'est que c'est un langage du corps, donc vous pouvez contourner la question du langage, c'est bien pratique. Je laisse de côté ce qui concerne l'épilepsie, c'est encore un autre problème. Et vous le savez aussi, en développant en revanche le rôle de l'hypnotisme que vont reprendre ce qu'on appelle l'école de Nancy, Libo et Bernheim, qui eux vont surtout mettre ça sur le fait de la théorie de la suggestion. Et là-dessus, il y a un très beau livre, je vais arrêter avant Flournoy, mais de Jacqueline Carrois qui a écrit cette histoire de la psychologie. C'était son premier ouvrage un peu massif, où elle montre comment elle a fait un travail très intéressant. Elle a récupéré les patients de ces gens-là. Elle a été reconstituée qui ils étaient réellement. Donc, par exemple, Blanche Wittmann, celle qui est sur le tableau de Charcot, on connaît son nom, mais pas après qui elle est, et elle montre comment cette dame, par exemple, a suivi des cours d'acteur avant de devenir, paraît-il, hystérique, comment, en réalité, elle fréquentait du beau monde, etc. Et qu'en réalité, tous ces braves patients qu'on nous a sortis comme ça étaient tous des gens dont on pouvait reconstituer la carrière et qui, quelque part, ont manipulé leurs praticiens. Comme vous savez, la grande patiente qui a servi à faire la thèse de Lacan, Aimée, n'est rien d'autre que la mère de Didier Anzieux, le psy, enfin, etc. etc. C'est-à-dire que c'est tout, sauf des citoyens lambda qu'on attrapait comme patients. Et ce qu'a pu montrer Jacqueline Carrois, c'est que cette psychologique unique s'est constituée en réalité dans une relation où on ne sait pas qui soit neutre. D'autres phénomènes autour de l'inconscient, je vais aller très vite parce qu'en termes de langage, ça serait Freud qui pourrait être important, mais ni Maury ni Hervé de Saint-Denis n'ont été très, très considérables pour le sujet qui nous intéresse. Je signale Hervé de Saint-Denis puisqu'il était professeur de langue tibétaine, génicinologue au Collège de France. Et puis nous en arrivons à nos grands psychologues. Alors les deux grands psychologues, c'est de la fin du 19e, début 20e. L'un, c'est Pierre Janet, 1888, sa thèse de philosophie, l'automatisme psychologique, et qu'il complète en 1893 avec cette fois une thèse de médecine sur l'état mental des hystériques. C'est-à-dire ceux qui ne parlent pas comme je viens de vous le dire, plutôt ceux qui parlent avec leur corps. Une parenthèse ici que je n'ai pas prévue, mais puisque Christian me provoque, tout à l'heure Christian a parlé de Dugas sur le psittacisme. 1893, c'est ça? Par là. Alors Dugas est un cas très intéressant, il s'appelle Ludovic. Ludovic Dugas, où il utilise les deux noms, est un cas très intéressant parce que le texte qu'a cité Christian est en réalité sa thèse latine, de psittacisme, mais elle a été traduite ensuite en français, donc du psittacisme. On voit quelle est l'idée, c'est l'idée qu'il peut y avoir de la parole sans penser, il peut y avoir du langage sans penser. C'est le point central des théories, qu'est-ce que c'est qu'un langage sans penser. Et tout ça vient d'une plaisanterie de Charcot qui disait qu'il ne connaissait que deux cas de langage sans pensée, les perroquets et les étudiants aux examens. Lorsque Dugas fait cette thèse, pourquoi il l'a fait? Parce qu'il faut prouver que Charcot a raison. Dugas est agrégé de philosophie, donc il a sa thèse en philosophie, et il est élève de Charcot. Et quand il fait sa thèse en latin de philosophie, il va illustrer la thèse de Charcot, comme quoi il y a bien un centre d'idéation, c'est-à-dire un centre où il y a des idées sans langage, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est pas du tout un type qui arrive en disant tiens c'est marrant, le psittacisme, c'est quelqu'un qui veut chercher une conciliation. Il veut chercher à être à la fois quelqu'un qui est le philosophe, mais reconnu par les cliniciens. Il n'y a qu'un truc qu'il n'avait pas compris, Dugas, c'est que Pierre Janet était déjà sur le créneau et que c'est lui qui allait faire ça. C'est lui qui allait récupérer la chaire au Collège de France, la direction de médecine, etc. Parce que c'est exactement ça. Et vous voyez que c'est les mêmes années. 1893, thèse de médecine avec Charcot. C'est l'année où meurt Charcot, 1893, juste avant que Charcot ne meure. Il réussit à soutenir sa thèse avec lui et il va maintenant être investi des deux qualités. En face de lui, il y a un outsider qui est Alfred Binet, qui est plutôt un touche-à-tout. Il est universitaire, bien sûr, mais il n'a pas le même, il n'est pas du côté tellement des médecins. Lui, il va plutôt réagir à ce qui se fait aux États-Unis. Pim Level nous a parlé de James McKin-Cattell à propos des tests mentaux. Les tests mentaux viennent d'arriver, c'est encore tout neuf,
et Binet, qui est un type extrêmement curieux, extrêmement intéressant, qui parle 5-6 langues, qui regarde tout ce qui se fait ailleurs, voit arriver les tests mentaux, trouve ça intéressant, mais trouve que c'est beaucoup trop réducteur, que ça segmente les capacités. Et donc son idée, ça serait de faire une sorte de synthèse individuelle, c'est un programme généralement des psychologues, et de la faire en étudiant les cas les plus intéressants. Alors il a une partie de sa formation au départ dans le laboratoire Charcot, avec qui il se fâche, et à partir de là, il va chercher des espèces de cas très particuliers. Alors c'est souvent ce qu'on voit republié de Binet, les calculateurs prodiges, les grands joueurs d'échecs, etc. Il va étudier tous ces gens qui ont des capacités très étranges par rapport à la moyenne de la population, et avec ça, il espère faire une synthèse. Au moment de la faire, on lui demande de faire autre chose, on lui demande de faire un test, puisqu'on sait que lui, il travaille sur les tests. Il n'y a pas beaucoup de gens en France à l'époque, et le ministère de l'Instruction publique lui demande de faire des tests pour dépister dans les écoles primaires les enfants qui sont des handicapés mentaux légers. L'instituteur les trouve seulement abrutis, mais en réalité, ce n'est pas qu'ils sont abrutis, c'est que ça manque un peu de compreneur. Et après avoir... et c'est lui qu'on choisit parce qu'il en a profité pour... enfin, il a publié en 1904 l'étude expérimentale de l'intelligence. Avec ça, sur ses 2 filles, évidemment, vous savez que c'est une tradition chez les psychologues d'attraper ses filles et de faire des sujets d'études. Et à cause de ça, on lui demande donc de faire ce qui deviendra donc l'échelle métrique de l'intelligence, qu'on appelle aujourd'hui le test de Binet-Simon. Donc une sorte de questionnaire qu'on pourrait, si on avait beaucoup de temps, regarder ensemble, parce qu'on verrait comment on essaie de faire quand on veut éviter qu'il y ait du langage, et comment on n'y arrive pas finalement. On voit bien comment Binet, les questions sur la langue dans le test de Binet-Simon sont vraiment des questions très intéressantes pour un linguiste à étudier. Voilà pour situer un petit peu notre panorama. Donc Binet va mettre au point ce système, et la situation se résoudra d'elle-même. Il y a un troisième dont je ne vous parle pas, qui est Vasquidé, parce que Binet et Vasquidé vont mourir tout bêtement. Ça arrivait assez souvent à l'époque des âges pas très avancés, et le résultat, c'est qu'il n'y aura pas vraiment pour eux de manière de faire une contestation, ce qui fait que c'est Janet qui va prendre tout le champ, quasiment, et devenir le grand psychologue non biologiste. Le psychologue biologiste sera Henri Pierron, dont je vous ai dit un mot. Alors juste pour dire que si on voulait faire un panorama complet, en France toujours, il faudrait aller chercher les alternatives. Vous allez voir des noms, certains on les a vu passer, d'autres non. Je vous ai mis les dates parce qu'on va voir que c'est tout le temps pareil. En gros, on est entre 1890 et 1905. Sur 15 ans, on voit apparaître, une fois passée la phase Ribot-Taine, apparaître à peu près tout le monde en même temps. Donc Gabriel Tarde, on en a parlé. Ça, lui désigne sa propre science, celle qu'il prétend fonder comme de l'interpsychologie. 1895, Gustave Le Bon, la psychologie des foules, donc on n'est pas dans la sociologie. 1895, Durkheim, évidemment, les règles de la méthode sociologique. 1896, la Sorbonne réagit, nothing personal. La Sorbonne réagit en disant on ne peut pas se laisser déposséder, et c'est le travail que va faire Bergson, qui va ramener vers la tradition philosophique ce que n'avait pas réussi Heger, qui avait été cassé par Charcot. On va ramener vers la philosophie toute la légitimité, disons, pour étudier ces domaines. C'est donc ce texte Matière et mémoire, qui est le deuxième texte, après le fondement élémentaire de la conscience de 1889. 1896, Bergson attaque à peu près un tiers de l'ouvrage, qui n'est pas très épais au demeurant. Un tiers de l'ouvrage est consacré à expliquer en quoi les théories de l'aphasie ne sont pas des preuves en psychologie. Et il démolit tout le travail qui avait été porté par Charcot dans ce domaine, en montrant que ce n'est que du travail de localisation, que du travail de physiologie, et qu'il faut aller au-delà, qu'il faut aller notamment vers une dynamique, la thématique de Bergson, la pensée, le mouvement, etc., et le mouvant. Sauf qu'au passage, il dit que dans ce qui fige la pensée, il y a le langage, qu'il faut aller au-delà du langage, et donc on n'est pas du tout du côté de la linguistique. D'autres alternatives, très vite, pour dire qu'il se passe des choses à l'étranger, mais c'est juste du name dropping. Donc toute la philosophie américaine du pragmatisme, Peirce, James et Dewey.
théorie de l'inconscient de Freud, j'en parle même pas, le behaviorisme, l'antimentalisme, la réflexologie en Russie avec Pavlov, la Gestalt, enfin, énormément de choses qui se passent de côté, mais que les Français ne connaissent pas. En règle générale, aucun de ces auteurs n'a de correspondant en France. On me demanderait s'il y a un pragmatiste français dans les années avant 1950 en France. Je ne sais pas si j'arriverai à en trouver un. L'inconscient, oui, si, l'histoire de la psychanalyse en France, c'est un peu plus connu. Les behavioristes français, il faut attendre quasiment aussi les années 50. La réflexologie, un petit peu avant, parce que comme c'est très biologiste, ça se fait. La Gestalt, je ne sais pas quand est-ce qu'il faut attendre aussi, mais on voit bien qu'il y a un énorme décalage. Alors, on va quand même se diriger vers la confrontation entre les deux, parce que tout ça, c'est de la psychologie, si j'ose dire. On voit que vers la fin du 19e, début 20e siècle, un certain nombre de personnes pensent qu'on peut réduire la linguistique à une branche de la psychologie. Enfin, psychologie générale, et puis il y aurait un embranchement, serait la linguistique. On est assez proche des thèses cognitivistes aujourd'hui. On a ça très tôt, on le voit bien dans quelque chose que Saussure attaquera bille en tête. C'est une citation de Victor Henry dans les Antinomies linguistiques, où il s'interroge sur la question du changement linguistique. Et il utilise une formule qui est le premier qui a dit, je ne sais pas moi, Tabidou au lieu de Tépidou, etc. Le premier qui, c'est-à-dire concevoir la question du changement à partir d'une question de psychologie, voire d'énonciation, en pensant que là est la solution. Elle est dans les locuteurs. Baudouin de Courtenay, le seul linguiste polonais dont le nom soit facilement prononçable, était de la même manière, avait comme idée que ce qui se passait était psychologique. Alors, il le dit d'une façon un peu compliquée. Vous savez que Baudouin de Courtenay est comme par hasard, avec Saussure, le premier qui a vraiment compris quelle était l'apophonie, quelle était l'importance de l'apophonie dans le système linguistique en termes d'interprétation. Donc Baudouin de Courtenay a cette hypothèse effectivement que, en tout cas, ce qui compte, c'est psychologique. Alors, je vois assez bien à quoi ça ressemble chez Saussure. J'aurais plus de mal chez Baudouin de Courtenay parce qu'il a il a une façon de rédiger qui est extrêmement compliquée, mais il y a cette idée. Bon, je ne vais pas revenir sur Wundt. On va parler de Séché en suivant, donc j'y passe aussi. Le livre de Van Reineken sur l'idée qu'effectivement la linguistique c'est de la psychologie. Comme dirait Seriot, on est effectivement dans l'air du temps. Autre identification possible, celle de qu'est-ce que c'est que la sémantique telle qu'elle est conçue là. Bon, on voit d'abord que la sémantique telle que la conçoivent d'Armestéter et Bréal, et je sais que c'est pas la même, c'est d'abord une volonté de vouloir expliquer ce qui se passe en termes, non pas du fonctionnement du sens en tant que tel, mais du changement de sens, le passage d'un sens à l'autre. C'est-à-dire une certaine façon de contourner ce que proposera ensuite Saussure, qui est la théorie de la valeur. Quand on se demande comment, je sais pas moi, la rubrique est passée de la lettre rouge qu'on mettait en tête des manuscrits au sens moderne de rubrique, modalité de classement, on ne se demande jamais quels sont les termes qui sont en concurrence à chaque instant avec rubrique, aussi bien en ancien français qu'aujourd'hui. Deuxièmement, une fascination pour la polysémie. Je pense qu'on pourrait faire une histoire de la linguistique. Meillet disait en plaisantant que toute l'histoire de la grammaire comparée de l'indo-européen, c'était le commentaire de comment on dérive équos, la racine du cheval. Je pense qu'on pourrait faire toute une histoire de la sémantique en français en se demandant comment on peut interpréter le mot timbre et le mot opération, qu'on retrouve tout le temps partout, à chaque fois comme exemple. Et puis avec quand même un effet de retour du refoulé, qui est cette théorie de l'ellipse chère à Bréal, sur laquelle il y aurait trop à dire. Donc on passe à la suite, ce qui est la postérité de la sémantique. Comme le spoiler s'en est chargé, je vais aussi passer très rapidement, pour ne pas déborder mon temps, et laisser à Philippe le temps de faire son exposé. Et je vais en arriver à ce qui pour moi est le point intéressant de tout ça. Donc en gros, je me résume jusqu'à présent. Il y a une psychologie, voilà à peu près comment elle s'est organisée en France. Il y a une linguistique, voilà à peu près comment elle s'est organisée, et le point de contact, l'intersection étant nulle, ou à peu près,
eh bien, il y a bien des psychologues qui parlent de la langue, il y a bien des linguistes qui parlent de psychologie, mais comme ils ne se rencontrent pas, ça n'a pas, en termes d'effet de champ, une grande importance. Lorsque Saussure est amené à réfléchir à cette question, il va d'abord commencer par démolir la sémantique de Bréal. Il suffit de regarder le cours de linguistique générale, il n'y a pas de sémantique chez Saussure. Tout ce qu'il y a en tout et pour tout dans le cours de linguistique générale édition Vulgate, c'est une petite note où il y a marqué « Saussure a surtout parlé de ce qui n'était pas très connu », je cite en gros et de mémoire, c'est pour ça qu'il ne parle pas de sémantique. Et ça, c'est une note de Bailly et Séché qu'il l'assume, mais il n'y a pas de sémantique chez Saussure, et il s'en explique pourquoi. Il dit, ben voilà, on ne peut rien en faire avec les principes à la Bréal. Qu'est-ce qu'on peut en dire puisque de toute façon, tout est possible dans n'importe quel sens, à partir du moment, c'est ce que dira ensuite Saussure, où il n'y a pas le concept de valeur. Alors, beaucoup plus intéressant, 1907, Séché publie ses programmes et méthodes de la linguistique théorique, psychologie du langage, c'est le titre. Comme le rappelait Christian, Séché n'est pas l'élève de Saussure, évidemment c'est son collègue, c'est une admiration, mais il n'a pas assisté au cours de Saussure. Simplement, que se propose de faire Séché? Il se propose de faire une sorte de situation de la linguistique dans le classement des sciences, avec un peu des idées comme celles qu'avait eues en son temps Adrien Naville, et de mettre quelque part, de faire un embranchement pour la linguistique. Et cet embranchement, il le fait de la linguistique comme une sous-partie de la psychologie, une grande psychologie, et dedans il y aura un embranchement. Voilà maintenant ce que nous en dit Saussure, donc c'est les écrits de linguistique générale. Alors il s'agit de, on ne sait pas trop bien, d'un compte-rendu, d'une critique, d'une lettre qu'il aurait prévu de faire à Séché et qu'il n'a jamais envoyée, peut-être mieux pour Séché, en essayant d'expliquer, a priori ça ressemble à un compte-rendu bien sûr, en essayant d'expliquer pourquoi lui, Saussure, est en désaccord avec cette hypothèse. Donc si l'on veut faire une psychologie du langage, il paraît de nécessité de situer la linguistique vis-à-vis des autres sciences, par exemple linguistique et sciences sociales. Évidemment, Saussure défend l'hypothèse de la sociologie, afin que l'on sache dans quelle mesure la psychologie est impliquée. Cela ne devient que doublement nécessaire si l'on pose, comme M. Séché, la linguistique comme un pur et simple embranchement de la psychologie. Il continue, M. Séché n'aurait pas dû se dispenser de, non pas de parier bien sûr, mais de parler de la localisation cérébrale de Broca et des observations pathologiques. On revient du côté de l'aphasie, cette fois niée, mais il aurait surtout dû parler de la grammaire elle-même, et il prend l'exemple de ces aphasies qu'on appelle grammaticales en standard. Et la conclusion de Saussure sur ce texte de Séché, en somme, M. Séché, après avoir reproché à Wundt, donc on retrouve le héros, arrive à ne pas se faire une idée suffisante du problème grammatical, on peut dire linguistique. La seule idée suffisante serait de poser le fait linguistique en lui-même, dans ce qu'il distingue de tout acte psychologique. Et finalement, ce qui va lui reprocher, c'est de ne pas avoir pris en compte ce qui était de spécifique, d'unique, comme il le dit, dans le phénomène de la langue. Alors, pour terminer, puisqu'il nous reste 5 minutes, un petit mot sur le devenir. On voit qu'en 1916, publication du cours de linguistique générale, on a d'un côté la liquidation par de la phonétique, c'est-à-dire des gens comme Rousseau, qui disent bah, tout ça, c'est des problèmes d'articulation, c'est des problèmes d'acoustique, des problèmes de machine. C'est-à-dire qu'au fond, on ne sait même plus pourquoi il y a de la spécificité du langage. En gros, qu'est-ce que c'est la phonétique? C'est de croire qu'il n'y a pas de phonème. C'est de croire qu'il y a du signal. Enfin, c'est pas de croire, ça, on le sait effectivement, c'est physique, c'est tangible, mais c'est de faire abstraction du fait que le signal et le phonème, ce sont deux choses radicalement différentes. On a de l'autre côté ceux qui sont en train de liquider la question en disant non mais vous savez le langage c'est jamais que de la trivialité, il faut bien s'exprimer, mais ce qui compte c'est la pensée, donc ça va être quelque chose comme Bergson. Il y a une autre solution qui sera celle utilisée par Watson et Bloomfield en linguistique, qui est ce qu'on appelle l'antimentalisme, le comportementalisme si on veut, le behaviorisme, qui est une autre solution. Et puis il y a une autre solution qui est les structuralismes. On ne va pas
rentrer dans les détails là non plus des différentes variantes, même s'ils sont assez différents, qui eux vont proposer une autre solution. Et une solution, d'abord, on va commencer par liquider un certain nombre de choses qui empoisonnaient le champ. À commencer par cette idée d'une sorte de psychologie, genre mythologie comparée, genre sémantique. La thèse latine de Meillet, Dei Indo-Europeae radicae mente agitare, donc sur la racine indo-européenne men, qui signifie penser, quelque chose comme ça. C'est pas une thèse faite au hasard. Meillet attaque sur une racine pour prouver que là aussi, pas question de faire de la mythologie comparée en allant chercher une âme indo-européenne. C'est ça que ça veut dire, ce texte. Alors, par ailleurs, c'est une étude très technique de ce terme, mais il n'a pas pris ça, je vous disais tout à l'heure pour commencer sur Bopp, que, tiens, comme par hasard, c'est les marques personnelles qu'il étudie, Bopp. Et ici, on voit, pour boucler un petit peu avec Meillet, que c'est cette racine qu'il va étudier, et on sait par ailleurs qu'il va nettoyer la mythologie comparée en contraignant Dumézil à aller chercher des postes à l'étranger, en lui disant il n'y a pas de poste pour vous en France, et Meillet meurt en 1936 et Dumézil revient en France en 1936. Au moins, à ce temps-là, on savait ce qu'était un patron. De la même manière, quand on regarde ce que Meillet appelle de la sémantique, c'est assez particulier. On voit qu'il s'agit de la diversité des acceptions lexicales selon les classes sociales, pas selon les individus, qu'il s'agit du tabou linguistique, donc de quelque chose de complètement collectif, du contact des langues, mais absolument pas du sens des mots au sens un peu psychologique. Alors reste notre structuralisme. Eh bien, on sait comment le structuralisme va se débarrasser de la psychologie, parce que c'est ça aussi. D'une part, par une opposition langue-parole, je n'en reviens pas. Deuxièmement, en mettant la langue non pas du côté du locuteur, mais du côté de l'auditeur, c'est ce que dit Saussure. Où est-ce que se situe la langue? Elle se situe au moment où, dans la tête de quelqu'un, ce qu'il a entendu venant de l'extérieur est identifié, donc le signal est identifié avec un signifiant signifié, donc avec un signe. Donc c'est pas quelque chose où on s'intéresse à celui qui parle, comme le font tous les psychologues ou presque, mais à celui qui entend. On va passer donc du locuteur au système. Chez Saussure, la question du changement linguistique, il le dit très clairement, n'est pas de savoir quel est le premier qui, comme il dit, ça on s'en fiche, il ne dit pas comme ça évidemment. Il dit ce qui compte, c'est de savoir si à un moment donné, le système permet ou pas qu'il y ait tel ou tel type de changement. Après que le changement se produise, c'est du hasard. Ça peut arriver. Exactement comme en français, si on a des mots à créer, le fait que tel ou tel mot existe à partir d'une base, le fait qu'on dise soluble et pas solable ou soluble, voilà, c'est comme ça, et puis ça passe discuter, n'empêche que solable est possible en français. C'est comme ça. Le système le permet. C'est ça qui compte. Une théorie du signe qui va évidemment s'opposer à tout ce qui est psychologie au sens traditionnel, c'est-à-dire écrasant symbolique. Et puis bien sûr, cette hypothèse, c'est pas une hypothèse, cette thèse de Saussure que la linguistique est une science sociale. Il le redit. Alors là, il y a marqué l'exemple de la phonologie de signifiant, mais nous n'aurons pas le temps. C'était pour montrer en quoi la phonologie est un tout petit peu plus compliquée que ce que croient les psychologues ou les gens d'habitude. Et Philippe, si tu me permets de te prélever 5 minutes, que je te permettrai de récupérer sur le temps des questions de l'auditoire. Juste pour, donc je vous ai parlé très vite de l'apophonie. En gros, cette idée qu'il n'y a pas d'un côté des racines blocs, et puis qu'après on met que des préfixes et des suffixes, mais qu'on peut rentrer dans la racine et qu'en faisant bouger la voyelle, on change les éléments. Je parle de ce que je connais, c'est-à-dire du français. Dans la phonologie du français aujourd'hui, il y a par exemple, parce que ça tous les locuteurs du français sans que jamais ils le sachent, il y a 2 modes d'organisation qui ne sont pas véritablement des apophonies, parce qu'une apophonie fait un changement grammatical. Ça en fait aussi, mais ça serait un peu plus compliqué à montrer comment. Mais il y a en gros 2 systèmes en français. Il y a un système A-E et il y a un système E-O-U. Et vous êtes soit sur l'un, soit sur l'autre. Mais avec ça, vous faites vos dérivations nominales. Alors, pour que ça parle tout de suite, je vais prendre chaque fois 3 exemples, mais il y en a des centaines. Hein. C'est pas un petit machin qu'on prend en se disant « Ouf, finalement, du feu ». Je prends l'exemple mère maternelle, père parité, je sais, nous savons, j'ai, tu as, etc.
On ne peut pas apparaître d'un seul coup joue ou des choses comme ça. Et puis de l'autre côté, on a un système E-O-U, qui est un peu plus compliqué à cause du système de voyelles centrales en français, qui est un système, alors c'est très facile à les repérer en français au départ parce que vous avez des E dans le. Donc cœur, cordial, courage, bœuf, bovin, bouvier, mais aussi je veux, vouloir, volonté. Donc on va pouvoir montrer qu'en réalité sont précodés dans en français des éléments qui font qu'on a des jeux d'alternance, des sortes d'apophonie, des sortes, qui font que c'est pas seulement qu'il y a un phonème A, un phonème E, etc. C'est pas seulement un classement, c'est qu'il y a déjà des systèmes morphologiques qui se distribuent. Parce que c'est pas n'importe quoi qui fait non plus n'importe quoi. C'est le O et le OU, ils font pas n'importe quoi. Alors il y a des contre-exemples. Typiquement, je prends cœur, courage, cordial, puisque c'est la même base. Alors, il y a cardiaque. Eh oui, mais pas de chance, cardiaque, c'est du grec. On sort du système, c'est-à-dire c'est un emprunt certes savant, mais c'est un emprunt. De la même manière, si je dis bœuf, bovin, bouvier, j'ai du crâne, ouais, mais là encore c'est du grec. On ressort du système, c'est encore un emprunt savant tardif. C'est pas dans la langue telle qu'elle a pu bouger. On peut maintenant prendre un exemple avec les consonnes. En français, on voit bien qu'on a deux types de consonnes. On a des consonnes qui ne codent que des, alors je vais dire un gros mot, que des unités de sens plein, et puis on a des consonnes qui servent à faire la morphologie. Si vous avez une base et que vous devez faire le dérivé, ce que vous attendez, en gros, c'est un te, un se, à la rigueur un de, un ne, un re, un le, mais pas un de. Je prends n'importe quoi, c'est quand on a dû dériver les mots en ou qui n'ont pas de consonne. Clou, bijou. On va chercher cloutier, bijoutier. Pour tout francophone, ça lui semble évident. Si on disait cloubier ou bijoutier, les gens réagiraient en disant non, c'est pas celui-là. Pourquoi est-ce que le T précode de la dérivation? C'est pas spécifique au français. En réalité, la série des dentales a une sorte de prédilection pour ça. Mais en français, comme par hasard, les liaisons, elles se font sur la série des dentales. C'est des se, des e, des te. Alors oui, je sais, on dit trop heureux, d'accord, mais des comme ça, vous en avez deux en français, ou trois, je ne sais plus. En réalité, toutes les liaisons se font quasiment. On apprenait à l'école qu'il fallait dire un cinquième pur. Je connais personne qui disait un cinquième pur, en réalité. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ça dans la phonologie, c'est de montrer qu'elle est déjà morphologique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une liste de phonèmes, mais qu'il y a des éléments de ce type-là. Alors, je ne veux pas abuser de Philippe, il est gentil, mais enfin, il a aussi sa limite, comme nous tous, donc j'arrive à la conclusion. Donc voilà deux champs qui ont coexisté sans vraiment entretenir de relation. La particularité de la psychologie française, c'est la façon dont elle est allée chercher du côté de la médecine pour contourner l'espèce de monopole des philosophes. Vous avez noté que Sylvain est parvenu, pour aller contourner le monopole des philosophes sur ce champ-là. Et que le tropisme en même temps un peu philologique de la linguistique comparée, je disais à quel point s'il n'y avait pas eu Saussure et Meillet, on était mort en France, éloigné quelque part en même temps de ce champ de la clinique. En même temps, peu d'intérêt chez les médecins pour l'acquisition, peu d'intérêt chez les linguistes pour l'aphasie. Et le résultat, c'est que finalement, donc je vous ai dit au début, la psychologie, elle a toujours trois problèmes au fond. À chaque fois qu'on regarde l'histoire de la psychologie, qu'est-ce que je fais avec l'inconscient? Qu'est-ce que je fais avec la société? Qu'est-ce que je fais avec le langage? Si j'enlève ça, qu'est-ce qui me reste? Et la question on le voit bien, qu'est-ce qui nous intéresse le plus chez les psychologues quand ils nous parlent de langage? C'est quand il n'y a pas de langage. C'est-à-dire soit la psychologie de l'acquisition, les enfants avant la langue, soit la psychologie comparée, les langages animaux, pour le dire rapidement. Parce que là, effectivement, ça va, ils sont sur leur champ, c'est bon. Mais dès qu'on tombe sur le langage, ça pose d'autres problèmes. Et donc ce que l'on voit, c'est que finalement, en France en tout cas, le gros de la contestation ne viendra pas des linguistes, mais de la contestation, de la révision chez les psychologues. Les psychologues français ont été très peu touchés, à mon sens, par les linguistes, même Delacroix, même ceux auxquels on pourrait penser. Mais c'est arrivé par la question de l'inconscient. Alors là, la psychanalyse en France, on pourrait en parler des semaines. Et de l'autre côté, du côté de la sociologie, avec les propositions de Saussure qui essaiera de reprendre mes... Voilà, je n'ai pas trop.